Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. J'espère que vous resterez jusqu'au bout de cette vidéo, c'est une des plus importantes de la chaîne. La série dont je vais vous parler aujourd'hui est probablement une des plus importantes de ces 20 dernières années. Et bien qu'elle ne sera pas la numéro 1 de mon top 10, elle y figurera et en très haute position. Elle est la numéro 1 en termes d'utilité. C'est la série la plus utile, la plus importante que j'ai vue. Mais comme ça n'est pas une série fun, on rigole pas, on ne prend pas du plaisir à chaque scène. Il y aura quelques autres séries qui m'ont fait un peu plus rêver. C'est pas une série qui fait rêver. C'est une série qui est à la limite du documentaire. On pourrait dire que c'est documentaire. C'est une série qui est à la fois jouée par des acteurs-actrices et égrenée d'images, d'extraits, de réalité. Et c'est une série on ne peut plus actuelle. Cette série, c'est 5 Days at Memorial, qui parle de la catastrophe qu'ont subi les soignants dans les hôpitaux durant l'ouragan Katrina en 2005. Moi, à cette époque-là, j'étais ado, je me souviens très bien de ce qui est arrivé. Je connais des personnes, voilà, des gens de l'entourage, de mon entourage, de ma famille, qui se sont rendus disponibles ensuite pour aller aider aux États-Unis, en Louisiane, les rescapés et les gens de l'ouragan Katrina. Ces gens-là, pour moi, sont des modèles. Tous ceux qui se sont rendus en Louisiane pour aider, c'était quelque chose qui, à l'époque, m'avait beaucoup marqué, mais qui restait quand même nébuleux. On est en 2005, il n'y a pas encore Internet comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'information. Il y a Internet, mais c'est les débuts. Il n'y a pas l'information comme aujourd'hui. On n'a pas, en dehors des informations télévisées, toute l'information en direct. Et on n'avait que les chaînes d'information de ce qu'elles voulaient bien nous dire pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. On sait que c'était une catastrophe naturelle, on sait qu'il y a eu un gros scandale parce que l'État, le gouvernement américain n'a pas vraiment agi, mais on ne connaissait pas les détails comme aujourd'hui on peut avoir accès à l'information et même les informations de l'ombre. Je regrette que cette série, personne n'en ait parlé parmi les youtubeurs français. Et ça n'est pas ni du mépris, ni de la présomption ou un ego de ma part. Je peux comprendre que très peu de monde soit tombé sur cette série. C'est une série d'Apple TV+, une plateforme que malheureusement peu de monde connaît, regarde. J'avais même fait un sondage sur la chaîne. Ça n'est pas la plateforme que vous regardez le plus. Elle arrivait en tout dernier dans les plateformes que vous consultez, que vous regardez. Malheureusement, j'ai cherché et après avoir défilé sur plus d'une centaine de vidéos, personne parmi les youtubeurs cinéma n'a parlé de cette série sur le YouTube français et très peu parmi les youtubeurs américains ou autres. Alors je vous demanderai à la fin de cette vidéo, si vous l'appréciez, de partager cette vidéo et je demanderai ça encore plus si vous avez une large audience. Parlez-en autour de vous de cette vidéo et de cette série, parce que je regrette vraiment qu'elle n'ait pas été mise plus en lumière. Cette série, on peut faire tellement, mais tellement de parallèles avec la situation actuelle qu'on vient de vivre ces 3 dernières années, que ce soit vis-à-vis des soignants suspendus, que ce soit vis-à-vis de tous ceux qui ont travaillé pendant le Covid, vis-à-vis du tri des patients. Cette série nous plonge dans la réalité. Et surtout, elle pose des questions morales extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Et c'est une série bouleversante qui va vous faire porter peut-être un regard différent, comme ça a été mon cas, sur certains sujets éthiques, bioéthiques, des sujets moraux. Et ne serait-ce que pour ça, vous devez, si vous avez quelques heures de libre, regarder cette mini-série. Après, c'est une mini-série qui n'est pas fun, dans le sens où elle ne va pas vous remonter le moral, il faut être bien accroché. Parce que vous allez vivre les 5 premiers épisodes, un enfer, mais littéral. Petit à petit, vous allez plonger dans un enfer anxiogène de morts, de cadavres en putréfaction et de choses qui sont apocalyptiques. Puis les 3 derniers épisodes sont une enquête policière qui se passe quelques semaines, quelques mois, quelques années après, pour essayer de tenter d'enquêter et de décrypter tout ce qui n'a pas fonctionné durant les 5 premiers épisodes. L'écriture de cette série est exemplaire. C'est un chef-d'œuvre absolu comme j'en ai rarement vu.
Un chef-d'œuvre aussi d'objectivité qui n'est absolument pas moralisatrice. La série ne prend pas part. Elle se base d'ailleurs sur le livre d'une journaliste enquêtrice, Cherry Fink, 5 Days at Memorial, ce qui s'est réellement passé, et va nous montrer vraiment les conditions sur la base de témoignages, enquête, contre-enquête, et plein de points de vue différents. C'est créé par Carlton Cuse et John Ridley. John Ridley avait bossé sur le scénario de 12 Years a Slave, très bon film. Carlton Cuse, vous le connaissez pour Lost, Bates Motel et The Strain. Ici, les deux font un boulot plus qu'admirable, ils font un boulot exemplaire. Et parmi le casting, on retrouve en personnage principal Vera Farmiga. Pour moi, je vous le dis, c'est probablement le rôle de sa vie. C'est pas dans les films d'horreur les rôles de sa vie, c'est dans cette série-là, parce qu'elle incarne une personne réelle qui a vraiment existé et elle est bouleversante. Mais vraiment, elle est, moi, j'ai pleuré dans cette série. J'ai vraiment pleuré. Beaucoup, à certains épisodes, les larmes c'était trop fort en fait. C'était plus fort que moi. J'avais pas prévu de pleurer, mais ça sortait tout seul parce que ça va vous remuer, parce que ça touche à l'intime et ça touche à la santé et ça touche à ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Et c'est une série qui malheureusement est d'utilité publique parce que vous allez voir, c'est pour l'instant la partie spoiler dans cette vidéo, ensuite il y aura une partie spoilers. Vous allez voir que tout ce qu'il y a dans cette série, on n'a rien appris depuis 2005, on n'a rien appris en termes de gestion des crises médicales, que ce soit quand il y a un virus ou en l'occurrence ici une catastrophe naturelle. On n'a rien appris. Et cette série nous le montre encore et toujours. On n'a pas retenu les leçons. Et elle va nous montrer en réalité les responsabilités, les torts, qui a le plus de torts partagés. Mais au final, elle va nous laisser nous faire notre propre avis sur les questions les plus importantes que sont l'euthanasie, le tri des patients, abandonner ces patients, les maintenir en vie, quoi faire, le regard que peuvent porter certains sur une situation, c'est-à-dire un regard humain ou un regard bureaucratique, mais aussi l'interprétation de chacun sur une crise. Faut-il laisser rentrer des gens dans un hôpital, quitte à ce que ça fasse des émeutes et plus de morts, ou faut-il rejeter des gens pour garder en sécurité ceux qui sont à l'intérieur, quitte à ce que les gens que l'on rejette meurent? Des questions morales extrêmement difficiles à trancher, impossibles à trancher en réalité. C'est tout ce genre de questions qui va être abordé dans la série. Et comme je vous disais, vous allez rentrer petit à petit dans le premier épisode. On entend l'ouragan et ensuite vous allez voir toutes les conditions, l'électricité en panne, les denrées périssables qui vont être englouties par la montée des eaux due à l'inondation, le manque de médicaments, de courant, la chaleur parce qu'on est en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, il y a une humidité au taux maximal d'humidité, en plus on est en été, à chaleur, c'est la folie. Donc vous allez voir des personnes qui sont en comorbidité, en obésité morbide, des personnes qui sont en fin de vie. On va se poser la question, est-ce qu'on les débranche, est-ce qu'on les garde en vie? Vous allez voir beaucoup de cadavres, des linceuls. C'est absolument pas une série pour plaisanter. Et surtout, c'est quelque chose que je peux comprendre qu'on ne regarde pas la série parce qu'on n'a pas le moral, ça y a aucun problème. Mais c'est pas une série alarmiste. C'est une série profondément humaine et qui, au final, fait du bien à voir. On voit aussi l'entraide. On voit des gens qui se battent jusqu'au bout pour n'abandonner personne. On voit du soutien lorsque des gens sont injustement accusés ou justement accusés. D'ailleurs, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste? Quand est-ce que la loi prend le pas sur la morale? Quand est-ce que les convictions religieuses cèdent leur place à la loi ou la loi sont supérieures aux convictions religieuses? Vous verrez que dans le dernier épisode, c'est un épisode, on va dire, de tribunal. Il y a un procès. J'ai énormément aimé le fait qu'on nous montre la plaque au-dessus de l'entrée du tribunal, qui est une déclaration, je crois, d'un juriste américain. Je ne sais plus, il s'appelle William Blackstone, je crois, W. Blackstone, et qui dit la loi des hommes n'est pas en substance, la loi des hommes est déclamatoire, mais les lois divines sont supérieures. Et vous allez voir énormément de soignants prier avec leurs patients, s'en remettre à Dieu,
pour les croyants et d'autres qui ne sont pas croyants se tenir écartés. Quand toutes les institutions vont tomber, la FEMA, le CDC, les agents territoriaux, on va dire au niveau de l'État, le gouvernement lui-même, qui ne portera aucune aide ou quasiment aucune. Quand toutes les institutions vont tomber et que les médecins auront fait leur maximum, n'auront plus de ressources, ben il va leur rester que la prière. Prier pour eux, prier pour leurs patients. Et on est aux États-Unis, c'est un pays très croyant, de gens qui s'entraident aussi, qui s'entraident justement parce qu'ils sont croyants et qui apportent du soutien moral les uns aux autres. On va aussi voir la difficulté à faire une enquête. Est-ce que quand on met des preuves de côté, c'est parce qu'on veut saboter une enquête ou est-ce que c'est parce qu'on veut porter un regard humain et ne pas accabler quelqu'un qui a pris une décision impossible? On va voir des gens qui parlent sans savoir, des gens qui jugent une situation sans l'avoir vécue. Et ça peut tous, et ça nous est tous arrivé, et ça continuera à nous arriver. C'est une leçon humaine à tous les niveaux, cette série. Il faut absolument la regarder. Si vous n'avez pas le moral, ne la regardez pas maintenant. Mais franchement, alors après, si vous n'avez pas Apple TV+, évidemment, ça va être compliqué de la regarder. Enfin, il y a toujours des moyens de la regarder, mais je ne vous dirai pas comment, vous avez bien compris. Mais c'est vraiment une série indispensable. Et donc, je vous le dis, si vous avez une chaîne YouTube, soit parlez-en, soit partagez ma vidéo, parlez-en autour de vous. C'est pas seulement pour les vues que je vous dis de partager, c'est parce que personne n'en a parlé et que cette série va probablement vous faire changer d'avis sur certaines choses, va vous faire réfléchir, va vous faire porter un regard plus pondéré, plus nuancé, moins dur. Et ce qu'on a vécu ces 3 dernières années en France, avec un regard de la part de la classe politique et de la classe médiatique extrêmement méprisant, encore maintenant vis-à-vis des soignants suspendus qui ont été des héros en 2020 et qui aujourd'hui sont considérés comme des traîtres à la nation, il faut qu'il y ait plus de bienveillance parce qu'on se dirigera vers d'autres catastrophes, tôt ou tard. Et il faut vraiment que chacun d'entre vous comprenne qu'il faut porter un regard bienveillant sur les soignants, même quand ils ne se font pas vacciner avec un vaccin qui ne fonctionne pas. Mais vraiment, leur apporter, leur témoigner tout notre soutien parce que ces gens-là, ils sont au contact de la mort et ils font un boulot que nous, on ne pourrait probablement pas faire. Moi, je vous le dis, je ne pourrais pas être soignant. Je ne pourrais pas être soignant. Bon, déjà parce que je suis hypocondriaque. Paradoxalement, c'est bizarre parce que je ne mets pas vraiment le masque, mais ça, c'est un autre sujet. Mais peu importe. Moi, c'est un boulot que je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas être au contact des soignants et les voir agoniser, passer de nombreuses heures, de jours, de nuits. Donc, il nous faut être reconnaissant envers ces gens-là, compatir, avoir plein de compassion et ne pas les juger trop durement. Et c'est humain, malheureusement, quand on traverse, par exemple, quand on a quelqu'un de notre famille qui meurt, ben, on a tendance à accuser ceux qui l'ont soigné de ne pas avoir fait assez. On n'imagine pas ce que traversent ces gens-là. Et cette série va vous le montrer. Elle va vous montrer jusqu'à quel point, à un moment donné, quand on est désespéré, qu'il n'y a plus de solution du tout, non pas qu'on ne voit plus de solution, mais qu'il n'y en a littéralement plus, comment on peut en arriver à prendre des décisions qui, au début, nous paraissaient inhumaines, nous paraissaient impossibles, euthanasier quelqu'un, mais au final, ça va s'avérer la solution la plus humaine. C'est extrêmement délicat comme sujet. Donc, le casting est parfait. Donc, comme je vous disais, Vera Farmiga, le rôle de sa vie. Cherry Jones, qui jouait la présidente dans 24 heures chrono, qui fait la supérieure hiérarchique et qui, elle aussi, est exceptionnelle. On a W. Earl Brown, qui jouait dans Deadwood, la série de western, qui lui aussi fait un médecin excellent. Tous. Il n'y a pas une seule erreur de casting, il n'y a pas un acteur qui est moins impliqué. Ils sont tous émotionnellement impliqués dans cette histoire. Et sachant que c'est des gens qui ont existé en vrai et qui existent encore. C'est une histoire vraie, ce sont des personnages réels. Vous verrez d'ailleurs, il y a un petit compte-rendu à la fin où on nous parlera de l'actualité, de la vie de cette soignante, donc qui s'appelle Anna Pooh. On nous dira qu'est-ce qu'elle est devenue et on nous dira un petit peu ce que tout le monde est devenu. Mais tout ce que vous allez voir là, ça n'est pas romancé, c'est la stricte réalité. C'est une série qui, je vous dis, si on n'avait pas mis des acteurs, ça aurait été du documentaire. Là, le fait que ce soit des acteurs qui aient reconstitué des scènes, du coup, c'est une fiction, mais
En réalité, tout ce qui se passe est réel, a été documenté avec précision. C'est la série la plus utile, la plus profonde que j'ai vue, la plus bouleversante. C'est pas une série qui s'oublie, c'est une série qui va rester gravée dans ma tête. Elle ne sera pas numéro 1 de l'année parce que voilà, y a des séries qui m'ont fait rêver, qui m'ont détendu, qui m'ont donné le moral. Là, c'est une série qui, quand même, à certains moments, j'étais vraiment pas bien. C'était dur d'aller jusqu'au bout, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Comme je vous disais, les thématiques extrêmement difficiles. Le tri des soignants. On se dit, mais on peut pas, c'est inhumain. Oui, mais ça, c'est quand on n'est pas confronté. C'est quand on n'est pas confronté au manque de moyens, à l'abandon total de l'État. Mais comment vous faites quand on vous force, de force, physiquement, on vous prend physiquement de force pour vous faire évacuer d'un endroit et vous faire abandonner vos patients? Où on vous dit, vous avez 5 heures pour s'occuper de plusieurs centaines de patients et décider qui va vivre ou mourir. Comment vous faites? Ben, vous êtes obligé de catégoriser avec ceux qui ont le plus de chance, et ceux qui ont le moins de chance, vous êtes obligé de les laisser. Parce que sinon, on va vous laisser là plusieurs jours, alors que vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, vous n'avez plus d'eau potable, et vous allez mourir avec vos patients, et vos patients, de toute façon, mourront aussi. Vous voyez, ce genre de questions morales, l'euthanasie, à quel moment c'est de l'euthanasie active, passive, à quel moment c'est du soin palliatif, à quel moment c'est un meurtre. Tout ce genre de questions, extrêmement bien développées, avec beaucoup de pudeur, la série les aborde frontalement, sans détour, avec sincérité, avec honnêteté. Vous devez de regarder cette série et surtout parler de cette série autour de vous, partagez ma vidéo. J'en appelle aux gros youtubeurs qui tomberont ou à tout n'importe quel youtubeur, parlez de cette vidéo. Dites aux gens de venir voir la critique, ça leur donnera envie de voir la série parce que personne en dehors de moi, parmi les youtubeurs français, n'a parlé de cette série. Encore une fois, c'est pas de la présomption, c'est pas pour me la péter en disant je suis meilleur. Je regrette que les gens ne l'aient pas fait, je peux comprendre. Ils sont passés à côté, comme moi je passe à côté de séries, sauf que là, cette série, c'est pas de la simple fiction, c'est une série d'utilité publique. Maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Si vous vous arrêtez là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sinon, si vous avez regardé la série, vous pouvez rester jusqu'au bout. Je vais parler de thématiques, je vais développer avec des exemples de scènes qui se passent dans le film. Mais vraiment, 5 Days at Memorial, ce qui s'est passé durant l'ouragan Katrina en 2005 dans cet hôpital, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, près de 20 ans après, et qui va se passer tant qu'on ne soutiendra pas les soignants, tant qu'on ne leur apportera pas un maximum de soutien. Vous n'êtes pas sans le savoir, les hôpitaux en France sont au bord de la rupture, et normalement, ils auraient déjà craqué, c'est parce qu'il y a encore des gens qui sont là, mais comme le dit la série, que fait-on si on accuse les soignants? Ils vont être dégoûtés, ils vont arrêter de soigner. Et comment on va se débrouiller? Avec quels soignants on va se débrouiller pour la crise suivante? Vous voyez bien, on peut faire le parallèle avec les suspendus, à qui j'apporte tout mon soutien. D'ailleurs, moi, je suis reconnaissant aux gens qui sont dans les hôpitaux, puisque mon père a été 3-4 mois dans un hôpital cette année. Donc, c'est important. Regardez cette série, ayez plus de compassion vis-à-vis des gens, des médecins, des soignants suspendus. Vous êtes peut-être chez vous, en bonne santé. Ces gens-là sont traités littéralement comme de la merde, comme des indésirables, comme des sous-citoyens, comme des criminels. Mais ces gens-là, ils vous ont sauvé la vie, ou à vous, ou à vos proches par le passé. Et s'ils étaient réintégrés, ils pourraient sauver la vie d'autres personnes. Surtout que, voilà, le vaccin, on sait très bien qu'il n'est pas efficace. Donc, c'est important d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur le personnel médical aujourd'hui, parce que pour les crises à venir, on aura besoin du personnel médical, et un pays sans personnel médical, c'est The Walking Dead sans les zombies. C'est pareil. Donc vraiment, porter un regard plus compatissant sur les soignants suspendus. Allez voir la chaîne de Retropolo, donc Les Invisibles. Allez voir la chaîne de DG Padawam HD. Dirty Tommy aussi, qui participe à ces lives de soutien aux suspendus. C'est très important. Arrêtez de voir la question politique, voyez la question humaine.
on a besoin des gens, des infirmiers, infirmières, médecins, docteurs qui sont suspendus pour des raisons politiques et pour des raisons dogmatiques, alors que c'est des gens capables et qui pourraient sauver des vies. Voilà, portez un regard plus compatissant sur ces gens-là, regardez ma vidéo, parlez-en autour de vous, partagez-la, c'est important. Après, le reste des vidéos de la chaîne, pour beaucoup, c'est du divertissement, c'est du fun, de la rigolade. Mais là, c'est une vidéo utile. 5 Days at Memorial, disponible sur Apple TV+, une mini-série en 8 épisodes d'environ 50 minutes. Elle sera dans mon top 10 de l'année, mais en termes d'utilité, c'est la numéro 1 et depuis très très longtemps. Ça fait, je vous dis, ça doit faire une vingtaine d'années que je n'ai pas vu une série aussi nécessaire, aussi indispensable. Et maintenant, on passe à la partie spoilers. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Partie spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1. Partie spoilers. Alors, quand je vous parlais du tri des patients, durant les 5 jours qui vont suivre l'ouragan, ils vont commencer à perdre la montée des eaux, plus de rations, plus de, comment dire, de ressources alimentaires. Les aliments vont être trempés et ça sera impossible de les monter parce que c'est trop lourd, parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça monte très vite. Donc, ils vont perdre toutes leurs ressources alimentaires. Ils ne pourront plus nourrir les patients. Donc, les patients vont se retrouver, qui sont déjà dans un état de mort prématurée, comorbidité, des gens qui sont alités, qui font 170 kilos, en obésité morbide. Voilà, c'est des gens, ils ne peuvent pas se déplacer et ils sont en train de dépérir à petit feu. Vous allez voir, voilà, en plus, avec une chaleur mais monstrueuse, plus d'air conditionné. Et quand on ouvre les fenêtres, il fait une chaleur aussi, moustique, tout, vous imaginez bien, on est en Louisiane. Bon, donc, petit à petit, ils vont perdre leur nourriture. Ils vont perdre leur groupe électrogène, plus d'électricité. Ils vont perdre la lumière, ils vont travailler dans le noir. Ils vont perdre l'oxygène de plus en plus. Il y aura de moins en moins d'oxygène pour les patients. Ils vont devoir débrancher certains. Et donc, à un moment donné, des hélicoptères vont venir. Ils vont dire « Ah oui, mais non, mais nous, on peut en prendre certains, mais pas d'autres. Donc, faites un tri. Amenez-nous ceux qui sont importants, ceux qui sont indispensables. » Un premier tri. Ensuite, et là c'est dégueulasse, et on voit la réelle responsabilité, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'à la fin de la série, les vrais responsables, que sont le gouvernement, les assurances et tout ce genre de personnes, ne sont absolument pas remis en question, ne payent pas, ne sont pas mis devant les tribunaux, devant leurs responsabilités. C'est les médecins qui se sont battus jusqu'au bout, qui vont être mis en cause, alors qu'en réalité, c'est l'État, à l'époque c'était George W. Bush et le Congrès américain, mais aussi les assurances, parce que vous le savez, là-bas, le système de santé n'est pas le même qu'en France. C'est pour ça qu'en France, on n'a quand même pas à se plaindre vis-à-vis, malgré toute la catastrophe, on n'a pas à se plaindre parce que on a un système de sécurité sociale qui, pour l'instant, fonctionne à peu près, même si on a un chef d'État qui veut le privatiser pour que ça devienne un petit peu comme aux États-Unis, mais encore, c'est un autre sujet. Donc, les assurances qui ne vont pas envoyer de bateaux, d'hélicoptères ou ce genre de choses. Et on a certains employés dans les assurances, on a les employés de l'hôpital qui vont leur envoyer des mails avec le courant et l'électricité qui leur reste, qui vont leur envoyer des messages, des mails, venez nous aider. Et les employés qui vont recevoir tous ces messages-là et leurs supérieurs hiérarchiques qui vont leur dire, ils ne sont pas assurés chez nous, on s'en fout. Voilà, laissez-les crever. Jusqu'à ce que certains, leur conscience les interroge et finalement envoient des hélicoptères, même si c'est trop tard, même s'il n'y en a pas assez. À un moment donné, beaucoup de personnes qui ont des bateaux, parce qu'on est en Louisiane et à Nouvelle-Orléans, là-bas, ils ne sont pas comme chez nous, ils ont des bateaux parce qu'ils sont habitués à naviguer dans le bayou, ce genre de choses. Donc des habitants qui vont vouloir se porter volontaires. Mais on va leur dire non, vous n'y allez pas. Vous n'avez pas l'autorisation et on va les bloquer pendant 2, 3, 4 jours pour qu'au final, ils bravent l'interdiction de ne pas se rendre sur les lieux et ils essayent de sauver des personnes. À un moment donné, on a ce couple dont le mari va essayer d'aller chercher sa mère qui se trouve au Memorial Hospital. Il a un bateau, il va essayer d'y aller parce qu'il n'a pas de réponse de personne. Et ils ont beau téléphoner, c'est un petit peu comme les opérateurs téléphoniques. Oui, monsieur, vous savez, ils vous répondent les réponses toutes faites.
Donc, on va voir des gens essayer de se battre pour aider. Mais malgré tout, cet hôpital, le mémorial, est celui qui a à l'intérieur. On a un hôpital qui loue une des ailes de l'hôpital. Donc, l'autre hôpital, c'est Life Care. Ces hôpitaux qui vont devoir, à un moment donné, faire du tri. Et là, on a des gardes-côtes qui vont leur dire, écoutez, demain on revient avec des bateaux, mais il va falloir que vous fassiez un ordre de priorité, de priorisation, avec des bracelets de couleurs différentes. Les bracelets bleus ou verts, je ne sais plus, je crois que c'est les bracelets verts pour ceux qui sont valides. Ensuite, jaune pour ceux qui sont un peu moins valides, rouge pour ceux qui ne sont pas valides, et les noirs pour ceux qui sont des cas désespérés et qui de toute façon risquent de mourir parce qu'on ne pourra pas les déplacer. Vous voyez, cette priorisation, il y a eu aussi cette priorisation pendant le Covid. Mais ce n'est pas la faute des médecins, ce n'est pas la faute des soignants, encore une fois, c'est la faute de l'État. Et on le voit à travers les images d'archives où on voit Bush interrogé par les journalistes. Vous savez, tout le monde trouve que Trump, c'était le pire président, mais je pense que les gens ont la mémoire courte. Après, c'est pas, attention, Trump non plus, c'est pas l'idéal, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est le sauveur de l'humanité, mais je pense que les gens ont la mémoire courte et ils oublient que Bush a été un très mauvais président et qu'il n'a pas fait grand-chose de bon pour les catastrophes, hein, que ce soit pendant le 11 septembre 2001 ou pendant Katrina en 2005. Mais voilà, c'est cette priorisation, ils vont devoir la faire malgré eux, même s'ils se disent c'est ignoble, on ne peut pas faire ça. Et puis ensuite, avec le peu de moyens qui leur restent, il va y avoir des gens qui vont faire des pillages, on va le voir, des gens qui vont rentrer dans les boutiques qui sont laissées à l'abandon. Mais parmi les pillards, on a quand même aussi beaucoup de familles qui ne sont pas dans les hôpitaux. Dans un premier temps, l'hôpital va recevoir un maximum de personnes, mais à un moment donné, ils n'auront plus de ressources. Il y a quand même des personnes qui vont affluer. Et parmi ces personnes, il y en a qui sont bien intentionnées la plupart, mais malheureusement, c'est toujours pareil. La panique fait qu'il y a des gens qui peuvent péter un plomb. On en voit beaucoup qui sont au bord de la rupture psychologique et même qui rompent psychologiquement. Donc, comment faire? Est-ce qu'il faut les laisser rentrer, quitte à ce que ça fasse un carnage à l'intérieur et que ce soit le chaos? Parce que là, même sans arme à feu, ça peut être très, très vite le carnage. Et on a quand même les gens de la sécurité qui ont des armes à feu parce qu'on est aux États-Unis. Donc, à un moment donné, on va avoir les chefs de service qui vont prendre la décision, qui vont demander aux gens de la sécurité de refuser l'entrée. Et là, on va avoir un autre problème. On va avoir un soignant afro-américain qui va voir le mec de la sécurité tirer en l'air pour éloigner des gens. Et parmi ces gens, il s'avère que c'est des afro-américains. Et dans son esprit de... J'ai pas envie de dire un esprit malade, mais dans son esprit de gens qui politisent tout, dans son esprit traumatisé, il va en conclure que c'est du racisme et qu'on veut mettre les Noirs de côté, alors que pas du tout. Encore une fois, c'est une question morale. Est-ce qu'on accueille tout le monde, quitte à ce que ça devienne le chaos, sachant qu'il n'y a plus de ressources? De toute façon, les gens, même s'ils viennent à l'intérieur avec leurs enfants, ils vont mourir quand même. Ou est-ce qu'on bloque, on ne reçoit plus personne et on essaye d'évacuer ce que l'on a déjà? Et ce soignant afro-américain va voir qu'on refuse d'autres afro-américains, des gens du dehors, des habitants, et il va en conclure au racisme. Et ensuite, dans l'enquête qu'il va y avoir pour comprendre ce qui s'est passé, il va apporter ça à son témoignage. Donc un témoignage biaisé, un témoignage malhonnête. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Les gens crient aussi au racisme, parfois sans savoir. Alors parfois, il s'avère qu'il y a des décisions qui sont des réflexions et des comportements réellement racistes, que ce soit chez nous en France ou aux États-Unis, mais parfois, c'est parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Et tout de suite, il y en a certains qui se victimisent en fonction de leur couleur de peau. C'est surtout le cas aux États-Unis, il faut le dire, avec Black Lives Matter, qui dans un premier temps, ça partait d'une bonne intention, et ensuite, voilà, on voit aujourd'hui, tout est une question de... dès qu'on fait une réflexion à quelqu'un, même si c'est un trafiquant de drogue, à partir du moment où il est noir, ça y est, tout de suite, c'est du racisme. On ne peut plus rien dire sans que ce ne soit pas du racisme dès lors qu'une personne est noire. Donc, il y a ce problème aussi. Ça rajoute un problème. Des soignants qui, voilà, mettent leurs sentiments personnels et leurs convictions politiques, leurs avis politiques en jeu, qui entrent en question. Et c'est la pire chose à faire quand on traverse une crise humanitaire.
Vous voyez, ces questions, c'est extrêmement déjà délicat. Et puis, il va arriver à un moment donné, lors du 5e et dernier jour, on va leur dire, vous devez évacuer. Et si vous évacuez pas, on vous évacue de force. Et si vraiment vous voulez rester, ben, vous êtes livré à vous-même et donc on vous laisse mourir. Donc, vous avez tant d'heures pour évacuer les patients. Il faut laisser personne derrière vous, sachant qu'on ne reviendra pas avant des jours, des semaines. Autrement dit, les patients qu'on laisse derrière, ils vont mourir. Mais ils vont mourir seuls et dans les pires conditions. Et donc, au milieu de tout ça, on a le personnage de Vera Farmiga, qui est une infirmière chirurgienne dévouée, très croyante, qui est contre l'euthanasie, qui est contre le meurtre, bien évidemment, et qui, sur suggestion de sa chef de service jouée par Cherry Jones ainsi que de notre, parce que à un moment donné, ils vont prendre la décision d'euthanasier les animaux, de se dire est-ce qu'on les abandonne, sachant que les animaux étaient malades, épuisés, est-ce qu'on les abandonne derrière nous, laisser mourir dans les pires des souffrances, ou est-ce qu'on les euthanasie? Ils vont le faire pour les animaux. Et puis ensuite, ils vont se poser la question, est-ce qu'on le fait pour les humains? Alors, dans leur tête, c'est pas euthanasier, dans leur tête, c'est soulager la douleur, parce que de toute façon, qu'ils restent avec eux ou qu'ils les abandonnent, ces patients vont mourir. Et c'était là la terrible réalité. Que les médecins qui étaient à bout, mais vraiment à bout, ils avaient un teint cadavérique, ils n'avaient pas dormi depuis 4 jours, ils n'avaient pas bu d'eau, rien du tout. C'était au-delà de leur force. S'ils restaient avec leurs patients, ils mourraient avec leurs patients. Ils seraient morts d'épuisement, voilà, plus d'eau. Vous savez, quand vous ne buvez pas pendant une semaine et que vous ne mangez pas et qu'en plus vous avez une chaleur atroce, vous mourrez, hein, même si à la base vous étiez en bonne santé. Mais en plus, leurs patients atteints d'obésité morbide et qui sont des patients qui n'étaient pas en très très bonne santé, de toute façon seraient morts. Donc ils se disent, est-ce qu'on les laisse mourir seuls dans les pires des conditions, ou est-ce que on les fait mourir, on va dire, en leur épargnant des douleurs, avec un condensé de morphine et d'un autre médicament qui font que la personne s'endort et meurt. Et c'est là tout le dilemme moral que personne, durant toute l'enquête, les 3 derniers épisodes, 6, 7, 8, personne ne comprendra réellement ce dilemme moral auquel va être confronté, auquel va se dévouer Vera Farmiga et 2 autres infirmières. Et donc ensuite, par la suite, on va apprendre qu'il y a 45 morts. Elle a fait 45 personnes comme ça à qui elle a abrégé les souffrances, sachant que de toute façon, ils allaient mourir. Mais voilà, elle les a fait mourir plutôt pour ne pas les abandonner tout seuls. Du strict point de vue pénal, c'est un homicide. Et du strict point de vue pénal. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Du point de vue humain, moi je suis contre l'euthanasie active. Je suis pour l'euthanasie passive, c'est-à-dire si quelqu'un veut qu'on le débranche, ben, on le débranche, bien évidemment. Mais pas l'euthanasie active. Mais ça fait réfléchir. Je ne dis pas que je suis pour. Je ne suis pas pour en raison de mes convictions, justement parce que moi aussi je suis chrétien, comme le personnage de Vera Farmiga, en l'occurrence. Ses convictions religieuses sont d'ailleurs, vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme chez nous en France. Là-bas, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts sur la religion, même si tout n'est pas parfait non plus. Hein. Mais vous avez aussi ces convictions qui entrent en jeu. Est-ce que vous êtes, c'est entre vous et Dieu quelque part. C'est Dieu qui vous regarde, c'est Dieu qui vous juge. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que du point de vue de Dieu, c'est un homicide? Est-ce que du point de vue de Dieu, c'est juste soulager une personne pour qu'elle meure avec dignité? Et puis il y a la question du consentement. Est-ce qu'on demande le consentement au patient? Est-ce qu'on lui dit ouvertement, est-ce que tu préfères que je t'euthanasie ou est-ce que tu préfères crever la bouche ouverte dans d'atroces souffrances? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. On peut dire oui, mais on peut toujours faire autrement. Non. Et c'est là où c'est terrible parce que on sait que ce sont 2 choix impossibles, mais il n'y a pas de 3e choix. Et à un moment donné, on va avoir Virginia, donc jouée par Molly Hager, une enquêtrice hors pair, excellente enquêtrice, qui va être confrontée donc à cette enquête. Et elle est jeune, elle est vraiment très bonne enquêtrice, mais elle n'a pas vécu tout ça. Et de son point de vue, on va dire, très à cheval sur les lois, elle ne va pas
comprendre, parce qu'elle n'imagine pas tout ce par quoi Vera Farmiga est passée. Et donc, elle va monter un dossier béton d'homicide, mais en réalité, ils vont perdre, parce que les soignants ont bien compris que ça n'était pas la faute de Vera Farmiga, de son personnage, le personnage de Anna Pou, la chirurgienne. C'est en réalité la faute de l'État. La faute de l'État qui n'est pas venu, qui les a abandonnés, littéralement, mais vraiment abandonnés. Et donc, c'est toutes ces questions morales. Quand s'arrête la notion d'homicide, quand commence l'euthanasie, et puis la question du consentement. Est-ce qu'on peut dire honnêtement à un patient, écoutez, voilà, je vais vous laisser mourir, moi je vais partir parce que j'ai pas le choix, sinon je meurs avec vous, mais on ne pourra pas vous faire évacuer. Alors on voit qu'ils se surpassent. Et ils essayent, avec 5 ou 6 médecins, de transporter des patients de 170 kg à travers plusieurs étages jusqu'à l'héliport. Mais ça leur prend un temps fou et ils n'ont que quelques heures, ils ne peuvent pas le faire pour les centaines de patients. Donc toutes ces questions-là, on est en train d'assister à un véritable enfer, à des questions qui sont impossibles à trancher humainement. Et quand c'est impossible à trancher humainement, est-ce qu'on doit juger durement quelqu'un du point de vue de la justice, et le juger pour homicide, alors que il a fait son maximum et surtout, on n'était pas là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Et moi-même, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été à la place du personnage de Vera Farmiga. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une série qui n'est pas moralisatrice, mais c'est une série qui va vous faire vous poser des questions très, très, très importantes. L'enquête qui suit est excellente, avec preuves, voilà, réunion de preuves, réunion avec les coronaires, les médecins légistes, le tout qui est un petit peu politisé, le soutien de la communauté médicale au personnage de Vera Farmiga, le fait que certains au début lui retirent son soutien parce qu'ils ont peur de ce que va en passer, la peur du qu'en dira-t-on lorsqu'il y a les premières accusations qui tombent, le nouvel hôpital dans lequel elle bosse, puisque ça se passe quelques mois après. Le nouvel hôpital, d'abord, dans un premier temps, le chef de l'hôpital va lui dire écoute, là, si tu pouvais faire une pause, tu reviens pas opérer pendant quelques temps. Puis ensuite, il lui apporte son soutien, et puis ensuite, les soutiens tombent à fleuve petit à petit, affluent petit à petit. Mais on voit aussi les familles des victimes qui ont été euthanasiées ou tuées. Hein. Encore une fois, on nous laisse le choix de considérer. C'est vraiment une série avec un questionnement moral. On voit ces familles qui nous disent ouais, mais c'était pas quelqu'un de suicidaire, il aurait jamais accepté d'être euthanasié, c'était quelqu'un qui avait vraiment le désir de vivre, je sens qu'on m'a volé mon mari, on m'a tué mon mari ou ma femme. Donc c'est très délicat. On est du côté des victimes, du côté des soignants, et c'est là ce qui est terrible, parce que c'est vrai, on ne pourra jamais l'empêcher, et on voit que les véritables responsables, le gouvernement américain, le Congrès américain, les assurances, les infrastructures, ont abandonné les soignants, les patients, et au final ont mis tout le monde dans le malheur. Et la série se termine avec ces 20 dernières années, depuis 2007, plutôt depuis 2007. Depuis 2007, il y a eu des travaux qui ont été faits par rapport à des digues à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, parce que là-bas, il y a tout le temps des catastrophes naturelles, des tornades, des cyclones, ce genre de choses. Des travaux ont été faits, mais la série termine par ces travaux doivent être renouvelés en 2023 dû à la montée des eaux à cause du réchauffement climatique et à la détérioration des matériaux petit à petit, détérioration naturelle, il faut entretenir. Et donc, à partir de l'année prochaine, il va falloir faire de nouveau tous ces travaux qui ont coûté 14 milliards. 14 milliards. Entre 2007 et aujourd'hui, ces travaux qui ont été faits ont coûté 14 milliards. Et il va falloir refaire ces travaux. Avec la situation réelle, encore une fois, c'est la réalité, cette série. La situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, quand je vous fais un live sur l'effondrement, quand je vous fais un live sur l'effondrement, et que je vous dis qu'on se dirige droit vers une catastrophe d'ampleur mondiale, internationale, et que les institutions ne pourront pas tenir, c'est pas par alarmisme, c'est pas pour vous flinguer le moral. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été angoissés de mon live ou de cette série sur l'effondrement, qui étaient pas bien, qui étaient en PLS.
Et même avec cette vidéo, il y en a certains d'entre vous qui vont flipper. Moi, mon but, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les chaînes d'information qui nous disent, oui, vous savez, ces chaînes d'information, CNews, BFM TV, LCI, qui nous disent, ah, les méchants collapsologues, ce sont des dangereux sectaires. Ça fait pas plaisir de vous dire tout ça. Ça fait pas plaisir de vous dire que à la prochaine très grande catastrophe naturelle, ça risque d'être littéralement l'apocalypse. Quand je vous dis, on a échappé de très peu durant ces 3 dernières années. Mais entre la possibilité qu'il y ait d'autres virus, entre la possibilité qu'il y ait des catastrophes naturelles, même dans les lieux où il n'y en avait pas avant. Vous vous souvenez de cet été que l'on vient de passer, notamment en Corse, on a eu une tornade avec des morts. Entre le réchauffement climatique, qui est une réalité, on se dirige vers quelque chose qui va être terrible. Et donc, ce n'est pas une fatalité. On ne pourra pas l'empêcher parce que, évidemment, vous savez très bien que les gouvernements n'agissent pas. Ils vous disent oui, oui, on fait. Ils font des promesses comme dans la série, mais les promesses, voilà, ils leur promettent des bateaux, des hélicoptères qui ne sont jamais venus et qui ne viendront jamais. Et donc, les gouvernements et tout ça, il ne faut pas compter sur leurs paroles. Quand je vous dis qu'il faut être solidaire entre vous et qu'il faut arrêter de porter un regard méfiant sur les étrangers, que ce soit les migrants, vous imaginez les vagues de migrants climatiques qu'on va avoir par dizaines de millions dans les prochaines décennies et même dans les prochaines années. Quand je vous dis que la situation ne se réglera pas par la politique et qu'il faut commencer à être solidaire et qu'il faut commencer à se préparer et ne plus compter sur l'État pour vous sauver, c'est pas pour rien. C'est parce que le passé nous l'a appris et il faut qu'on tire des leçons du passé. Et donc, je vous dis, moi, mon but, c'est pas de vous faire flipper. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas non plus des vidéos uniquement comme ça sur la chaîne. Mon but, c'est de vous préparer mentalement pour que, quand ça arrivera, le choc soit moins violent et que vous ayez développé une mentalité de solidarité, d'entraide, de compassion envers qui que ce soit. Et on commence par être solidaire avec les personnes non vaccinées, avec les soignants non vaccinés, parce qu'ils ont fait un choix moral, médical, qui doit être respecté. Et donc, on arrête de se laisser manipuler par les politiques, par les médias. Ces personnels soignants, on en a besoin, ce sont des héros, ce sont été des héros en 2020, ce sont encore des héros aujourd'hui. On ne peut pas, dans un pays comme la France, soi-disant pays des droits de l'homme, les traiter comme ils sont traités aujourd'hui, tout comme ont été traités ces soignants durant l'ouragan Katrina, qui ont eu des décisions inhumaines à prendre parce que l'État les a mis dans cette position où ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser des personnes soit mourir dans la dignité, soit mourir dans d'atroces souffrances. On a besoin d'avoir plus de compassion vis-à-vis des soignants et on aura besoin de ces soignants-là, quoi qu'en disent les politiques et les médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez des commentaires, un pouce bleu, on se retrouve pour des vidéos de bonne humeur, voilà, des vidéos comme ça c'est rare, on se retrouvera pour plein de vidéos avec de la bonne humeur cette semaine et l'année prochaine. Vous aurez à la fin de la semaine, samedi 31 décembre, mon top 10, à la fois top 10 films, top 10 séries, et je ferai même une vidéo à part pour vous parler de ma série number 1. Ce sera beaucoup plus dans, on va dire, dans le divertissement, dans la fiction, dans le rêve, dans l'amusement. Mais cette série était une série on ne peut plus réaliste, on ne peut plus utile. Parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo. Surtout si vous êtes un gros youtubeur à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, donnez de la visibilité à cette série et à cette vidéo, c'est très important. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, bonne fin d'année. Ciao tout le monde.